ceux qui sont juste derrière moi de Yopougon, de Port-Boué, de Cocody, du Plateau et bien de toutes les communes d'Abidjan. Vous nous suivez aussi de l'intérieur du pays, vous nous suivez également de l'extérieur du pays. Eh bien, nous sommes très heureux d'être en harmonie avec vous. Merci de votre fidélité, merci de votre amabilité. Et nous sommes à 8 jours des Jeux de la francophonie. Ça se célèbre, bien évidemment. Nous en parlerons au cours de cette émission. Il y aura bien sûr un thème central et des chroniques. Alors, si vous êtes prêts à tenter l'aventure avec nous, positionnez-vous parce que c'est midi, c'est maintenant. Et oui, c'est midi, c'est maintenant. Avec un public des plus chaleureux, des plus intéressants et des chroniqueurs qui ont déjà la tête dans les vacances. Voilà, c'est pas évident. 10 mois de quotidienne. On sent un peu la fatigue, mais il reste quand même toujours frais. Si vous êtes d'accord avec moi, on les applaudit très fort. Et oui, aujourd'hui, avec moi autour de cette table, Alissar Zena. Alissar, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Oui, très bien. Je sais que vous avez eu un petit bobo il y a quelques jours, mais ça a l'air quand même d'aller. Hein? Oui, ça va. On va casser un peu les canons, là. En direct. Si. Ouais, mais c'est pas grave. Alors aujourd'hui, dans votre chronique, on parlera de quoi? Alors, aujourd'hui, dans ma chronique, on va parler de la vengeance d'une femme et on va terminer avec cette fillette qui a échappé belle. La suite, ça sera pour tout à l'heure. Merci infiniment, Alissa. Alors, c'est dans la chronique #Kakato. Et Boris Odilon, qu'est-ce qui se passe? Vous l'avez dit, nous avons déjà la tête dans les vacances. Donc aujourd'hui... Mais les pieds dans l'émission. Voilà, les pieds dans l'émission, mais la tête dans les vacances, quoi. Voilà, on s'évade un peu, l'esprit un peu ailleurs. Mais c'est que vous n'êtes pas dans l'émission parce que tout se passe dans la tête. Donc si la tête est dans les vacances, souvent aussi, ça se passe là, dans le tibia. Mais docteur Philo... Oui. Docteur Philo, votre position et votre posture en disent long sur ce qui se passe réellement dans votre tête. C'est pour dire purement et simplement que moi j'ai la tête et les pieds dans l'émission encore. Vous parlez tantôt des cours différents. Pourquoi ce décalage? Pourquoi ce décalage? Non, mais c'est pour... Non, vous parlez tantôt des différentes contrées qui nous suivent, chaque jour. Et dit que j'ai décidé d'être là juste devant ce public-là parce qu'ils sont formidables. Eux là, ils sortent de l'ordinaire. C'est pourquoi je vais... Merci beaucoup. C'est ce qu'on adore. Ils sont là, ils sont contents de nous voir, mais ils ne savent pas comment on a fait pour se retrouver ici. Ils ne savent pas comment est-ce qu'on souffre au quotidien, hein, docteur Philo. Alors, Boris, avec vous, on parle de quoi? Aujourd'hui, on parlera de comment meubler le temps des vacances de nos enfants de manière très utile. Plutôt que de les laisser vadrouiller, on va trouver une petite stratégie. On va vous parler d'un programme qui a été mis en place pour permettre aux enfants d'apprendre, d'avoir des connaissances en informatique durant cette période de grandes vacances scolaires. Merci infiniment, Boris Odilon. Eh bien, aujourd'hui, nous allons recevoir un témoignage, j'ai envie de dire, décoiffant. N'espérez pas que je jette ma perruque. Non, pas du tout, je ne le ferai pas. Tout simplement, quelqu'un qui est parti, on va dire, d'une vie pas très intéressante, pas très catholique, mais aujourd'hui, qui se retrouve à une position enviable. Eh bien, nous écouterons ce témoignage. Mon incroyable parcours de vie, c'est le thème retenu pour le thème du jour. Enfin, le thème retenu pour ce jour, pour éviter la tautologie, n'est-ce pas, docteur Philo? On va vous retrouver tout de suite, juste après ce jingle. Oui, ce que je peux dire, c'est que c'est vrai, incroyable parcours de vie, c'est pourquoi on parle de l'Afrique a un incroyable talent. Et c'est pour dire que les Africains ont d'incroyables parcours de vie. Ou encore mon incroyable anniversaire, n'est-ce pas? Et chacun de nous a eu un incroyable parcours dans sa vie. Quand vous voyez un blanc, il peut rentrer un spaghetti dans un kiosque, c'est son incroyable parcours qui est là. Ça, c'est clair. Oui, chacun de nous, moi-même, je ne vais même pas prendre d'exemple sur quelqu'un. Moi-même, là, j'ai eu un incroyable. Nous, on était en bas du point à Djamé. Un petit résumé de votre incroyable parcours de vie. Mon incroyable parcours, waouh, ouais, t'es mal au courage, on est blague, on est on n'a rien pigé. Malou courage, on blague, on est pour prendre un grand là, on baisser. Pour mon préfet dans le moment où vous comprenez. Mais ça, c'est propre. Voilà ça. Mais aujourd'hui, je suis là à un tel, on voit un peu. Mesdames et messieurs, vous allez nous laisser comme ça, en plan, sans la traduction.
Ça, c'est des faut être initié. Si vous n'êtes pas là-bas, vous ne pouvez pas comprendre. Je n'ai pas d'écouter ça. C'était à nous aussi. Et alors, aujourd'hui, voilà, je suis là comme un intello. Je suis docteur Philo. En tout cas, comme un intello. Donc, c'est un incroyable parcours. Moi, je dis, chacun de nous, l'apprenti, le ciré de chaussures aujourd'hui, ça, je veux dire que nous, le monde nous sommes dans un monde qui tend vers la perfection. Le ciré de chaussures aujourd'hui, lui, il envie la pratique baka. Donc, lui, ça dit quand il est là, quand il devient apprenti baka, il dit j'ai un incroyable parcours. Or, l'apprenti baka, lui, il envie le chauffeur. Quand il est chauffeur, il dit j'ai un incroyable parcours parce que j'étais apprenti. Donc, c'est comme ça, celui qui a un immeuble aujourd'hui, il pense à 10 immeubles, 15 immeubles. Donc, chaque étape de notre vie est un incroyable parcours. Okay. Sauf, personnellement, ceux qui n'ont pas d'incroyable parcours, là, ce sont les personnages des films autres, là. Voilà, les rubis, les trucs, les Punarvio, les 8 heures, films de 8 heures là, c'est eux. On a vu, comment il appelle, lui qui est descendu hier d'ici là, comment on appelle? Spider-Man. Voilà, Spider-Man hier. Vous avez vu? C'est un incroyable, voilà, c'est un incroyable parcours. Lui, mais il a des limites. Il est descendu là, ici. Vous voyez un peu? Et puis, quand Spider-Man, quand il regarde sa araignée, c'est Assis Congo qui est là, hein. C'est pas fini dans les trucs. Donc, il est descendu comme ça, lui, c'est comme ça qu'il fait ses trucs. Mais là, c'est au plateau, il peut bien faire ses œuvres, ses manœuvres. Parce que là-bas, il y a un immeuble, il peut accrocher ses cordes, tout ça là. S'il va à Bobo, est-ce qu'il y a un immeuble là-bas? Alors, à Bobo, nous, on prend tapette pour tuer à donc, je vais dire, voilà. Si tombe à Bobo, c'est un incroyable parcours. Non, c'est un incroyable. Là, s'il tombe là-bas, nous, on tue araignée à tapette là-bas. On va tuer ça, puis c'est fini. Donc, c'est pour vous dire que chacun de nous a un incroyable parcours de la vie, pourvu que... Vous avez non seulement un incroyable parcours, mais vous avez aussi un incroyable talent. Je ne sais pas ce que vous faites. Un incroyable talent. Franchement, si je rentre dans les explications, on ne va pas en finir. Ah, souvent quand on me fait des compliments, moi je me dis... Vous le considérez comme un compliment? Demandez-moi ce que je pense. Je l'ai eu. Merci beaucoup, Dr Philo. On l'applaudit très fort. Merci infiniment pour toutes ces blagues, pour ce monde surréaliste dans lequel vous nous conviez chaque jour du lundi au vendredi. Eh bien, nous allons faire ce qu'on appelle un micro-studio avec la question suivante. Avez-vous vécu plusieurs expériences époustouflantes dans votre vie? Micro-studio, c'est-à-dire que notre public doit être mis à contribution. Alors, docteur Boris... Non, ça fait rien. Boris Odilon. Boris Odilon, on va commencer avec la gauche. Qui? Le public qui nous vient d'Adjamé. Ah, c'est vous. Alors, vous vous levez, vous vous présentez et vous nous dites si vous avez vécu une ou des expériences époustouflantes dans votre vie. Bonjour tous. Bonjour. Je suis Diabaté Diakaria. Diabaté Diakaria. Oui. D'accord. Bon, j'ai vécu plusieurs, mais je vais me limiter à une seule. À une seule. Allez-y. Oui. Je prends le cas de mon bac. D'accord. Ouais. Ça, c'était... Vous l'avez obtenu en quelle année? J'ai fait le bac une fois, 2 fois. Ma 3e fois, je ne vais pas dire le nom de la personne, mais j'ai un grand frère qui m'a dit, petit, tu n'es pas obligé d'aller composer. Envoie-moi ta convocation. Et il me fait venir son garde-corps prendre ma convocation. Comme c'est un grand frère, je lui donne ma convocation, l'original. Je m'habille devant les parents, je vais me promener devant des autres amis. Quand on me dit, ah mais, qu'est-ce qu'il y a? Parce que je suis connu sur le nom, le surnom Chokes. Donc on me dit, mais Chokes, qu'est-ce qu'il y a? Toi tu ne composes pas. Il dit, ah, il y a les uns et les autres. Moi, il ne casse plus ma tête. J'imagine déjà la suite. Moi, il ne casse plus ma tête. Je suis resté dans ça, le résultat est sorti. Ça, c'est pas, comme on le dit dans notre jargon, poteau, c'est pas poteau. C'est plantation et déraciné. Non mais il est quand même édifiant, hein, votre témoignage. C'est-à-dire que vous avez passé une première fois, vous avez échoué. Une deuxième fois, vous avez échoué. La 3e fois, vous ne prenez pas conscience, mais vous vous dites bon, je vais m'adonner à la facilité. Quelqu'un va prendre ma convocation. Et puis, miraculeusement, quelque part là-bas, on va dire que j'ai réussi à mon examen. Et malheureusement, vous n'avez pas tapé poteau, hein. Vous avez déraciné la plantation. Justement. Échec lamentable et total. Merci beaucoup. Merci. D'accord, la suite, très rapidement. De là, l'année suivante, j'ai mon professeur que je remercie beaucoup. Monsieur Kwasi Jaurès, professeur de mathématiques. Vraiment que je l'ai approché puis je l'ai expliqué. Puisque j'étais déboussolé. Ce dernier, il a pris mon extrait, il allait m'inscrire encore.
Et comme il a fait finance comptable, il m'a dit, tu ne peux plus faire le bac D, mais on va t'inscrire à un bac B. Heureusement, comme je maîtrisais un peu l'économie, au lieu d'aller faire les euros, j'ai laissé dire, je vais faire retardateur. Je suis resté à la maison. Vendredi après la prière, j'arrive dans mon centre, je vais trouver une dame. Il dit, madame, excusez, c'est moi, je suis candidat, je suis Diabaté Diakaria. Imbécile, ça va pas ou quoi? Est-ce que tu es conscient? Tes parents souffrent pour toi et toi encore tu es là? Ça leur est si tu t'amènes? C'est pas possible. Je ne te prends pas. J'ai demandé pardon, fatigué. Maman, vous êtes une mère, pardonnez. D'accord. Elle dit, mes enfants ne sont pas conscients comme toi. On va essayer quand même de sauter quelques étapes. on va sauter quelques étapes. Alors, la fin. Non, en conclusion. C'est quoi la fin de l'histoire? En conclusion, je suis allé composer sans faire les euros. Et à ma grande surprise, j'étais le premier de mon centre. Avec 254 Merci beaucoup. Après plusieurs tentatives, vous avez fini par obtenir votre bac. C'est très intéressant et félicitations à vous. Eh bien, il a un incroyable parcours de vie. Notre invité témoin du jour, je vais vous demander de lui réserver un accueil des plus chaleureux. Docteur Alexis Lévry-Marcelin est notre invité témoin. Il est marié et père de 4 filles et un garçon. Et plusieurs petits-enfants. Alors, il est aujourd'hui pasteur, enseignant et président de The Living Church of God's Provision. Alors, il vit à New York depuis 1992, c'est bien cela. Bonjour et bienvenue sur le plateau d'Océ Midi. Bonjour. Comme on le dit, hein, vous êtes un enfant d'Abobo. Ouais. C'est vrai que vous n'êtes plus un enfant, vous avez des enfants et même des petits-enfants aujourd'hui, mais vous venez d'Abobo. Et on vous surnommait dans le temps Margas. Vous étiez bagarreur et vous aviez pour ami John Pololo. Qui ne connaît pas John Pololo? Ah, les gens sont étonnés dans le public. Et, ah bon, chier. Alors, dites-nous, le surnom, le pseudonyme John Pololo, enfin Margas, il est venu comment? Il est venu d'où? Bon, là, je crois qu'il est venu de l'environnement du collège du CMA2, qu'on appelait. Dans le temps, à Abobo, le collège moderne d'Abobo. Voilà, dans un environnement vraiment mouvementé, de bagarre et d'ambiance. C'est là qu'est sorti ce nom. Je crois que c'est un diminutif de Marcelin, qui est mon middle name. Au lieu de vous appeler Margot, ce serait trop cool, quoi. Donc, Margas. Ça sonne un peu plus, voilà. Voilà. Alors, vous avez grandi dans un environnement de bagarre, vous venez de le dire. Mais comment est-ce que vous avez été contaminé par cela? Bon, en fait, je crois qu'à l'âge de 10 ans, bon, d'abord, il faut dire que c'était un moment dans lequel on avait beaucoup de films karaté dans le temps. C'est cela. Et puis on s'entraînait aussi. Ça a quand même influencé la jeunesse d'alors. Mon grand frère faisait de karaté Shotokan, il nous entraînait dans le quartier. Et aussi, bon, déjà, on pratiquait les arts martiaux. Mais ensuite, après, personnellement, il y a une expérience que j'ai vécue. J'avais 10 ans lorsque je dormais. Et tout à coup, je suis entré entre le sommeil et la réalité. Et devant moi, il y avait un personnage... Donc, mi-éveil, mi-sommeil. Voilà, mi-sommeil, mi-éveil. Et il y avait un personnage, un guerrier d'antan, un grand guerrier du genre Kunta Kinte, grand, vraiment d'une taille de 2 mètres à peut-être quelque chose de plus grand, voilà, avec armée et vraiment musclé, un géant. Et c'est lui qui est entré en moi. Je crois que ça a commencé un peu comme ça. Vous aviez 10 ans à l'époque? À l'époque. Voilà, donc ça fait que lorsqu'il y avait quelque chose dans la rue, c'était un peu excité. Voilà. Mais est-ce que tout de suite, vous réalisez que votre goût pour la bagarre émane de ce rêve que vous avez eu? Pas du tout. Pas du tout, hein. C'est après que j'ai compris, dans la suite. Alors, ce genre de vie-là, je veux dire que c'est vrai que vous étiez, comme vous le disiez à l'instant, vous étiez donc soumis, on va dire, à cet environnement qui était habitué à la bagarre. Mais qu'est-ce que vous retiriez après chaque bagarre? Bon, il y avait un sentiment de satisfaction. Satisfaction, pas culpabilité. Voilà, d'avoir satisfait un peu les amis. C'était ça, c'était un sentiment, mais en fait, un feeling d'accomplissement. Voilà. La première bagarre, vous vous en souvenez? La première véritable, pas les petites bagarres, la bagarre après le guerrier, là.
Après que le guerrier soit rentré en vous. Bon, il y a eu plusieurs bagarres. Il y a eu plusieurs. Je me souviens beaucoup de la dernière. Voilà. On y reviendra, Oui. mais déjà, on veut quand même comprendre un peu l'évolution des choses. Voilà. La première, je crois que c'était une des premières, laquelle je peux me rappeler, c'était derrière Rail. Voilà. Je crois qu'on est venu me chercher, mes amis, parce que les gens voulaient nous affronter et ils m'ont mis devant. Et il y a un de groupe, des gens de derrière Rail, dans le temps, c'était dans les années 80, voilà. Ils vous mettent devant pourquoi? Bon, c'est vous comme étiez ça. le plus Souvent, âgé ou le plus fort? Non, non, pas du tout. Il y avait un qui était très mouvementé, un de mes du nom de Vegas. Voilà. Mais lui, bon, comme c'était moi qui l'avais défié, donc il m'a emporté et on était tout un groupe et ils m'ont mis devant pour que celui qui m'a défié puisse s'approcher. Voilà. Et ça s'est bien passé. Ça, c'est bon. Nous, on n'était pas là-bas. Quand vous dites que ça s'est bien passé, ça veut dire quoi? Vous avez mis tous vos adversaires par terre? Non, en fait, j'ai triché un tout petit peu. D'accord. Voilà, c'est-à-dire, quand il s'est approché, j'avais une spécialité qu'on appelle le fauchage. Comment? Voilà. Le fauchage. Comment ça se fait? C'est que c'était pas avant-hier, là. Shotokan, il y a, c'est-à-dire, prendre le pied de la personne avec votre pied et puis pouvoir la déséquilibrer. En fait, c'était ça. Alors, donc, j'ai dû... Il y a aussi une technique qu'on appelle comblage de terrain. Donc, j'ai comblé le terrain avant même que la bagarre commence. Bon, j'étais déjà prêt. Donc, c'était un avantage, combler le terrain. Au moment où il a lancé son pied, je l'ai pris. Et le combat était terminé là-bas. Parce qu'en fait, il était plus fort. Voilà. Donc, il fallait que je profite, pas l'état de surprise, mais de ce que je pouvais faire. Ce comblage de terrain avant que... Aussitôt, c'était parti. Voilà. Et le goût pour la bagarre allait en grandissant, hein, je suppose. En grandissant, voilà. Et puis, vous avez quand même connu des défaites? Oh, oui, pas vraiment de défaite. En fait, peut-être quand il doit y avoir une défaite, je calme le jeu. Voilà. Et puis, parlons de Pololo. Justement, voilà, Pololo. De Pololo, voilà. Quelle était la nature de vos relations? Bon, il était un grand frère. D'accord. On dit qu'il était un grand frère. Pololo était fort. Voilà, il était un bagarreur, il était fort. Voilà, donc... il était solide. On n'applaudit pas pour ce que Pololo faisait dans le temps, et c'est la façon dont vous êtes en train de le dire. Oui, bon, c'est reconnaître un peu qui il était. Et je me rappelle là, il devait me corriger, donc je fuis et je l'ai attendu à la périphérie de mon carrefour, parce qu'il sait que mon grand frère est à la maison. Donc quand il arrive à la périphérie, j'ai dit, ben, viens. Et puis j'écris, Jo. Mon grand frère sort, il dit, non, non, il n'y a rien, sinon j'étais venu voir la maman saluer, tout ça. Voilà, donc c'était un combat que j'aurais dû perdre, je pourrais perdre, j'allais perdre, effectivement. Mais je savais peut-être comment calmer avant. Mais justement, vous venez de parler de la maison. Est-ce que vos parents étaient informés de ce que vous étiez devenu un bagarreur de rue? Voilà, ça aussi c'est un conseil aux parents. On ne sait généralement pas ce que les jeunes font dehors. À la maison, il peut avoir un visage, et puis dehors, ça peut être tout un autre. Voilà, en fait, c'était mon cas. À la maison, c'était macho. Vous aviez une double vie. Macho. Mais dehors, c'était magasin. Vous voyez? Mais voilà, souvent, les parents le savent, mais ils font semblant de ne pas le savoir. Peut-être. Et des fois, ils mettent quand même du temps à le savoir, à le découvrir. Souvent, ils mettent du temps, mais c'est là où ça devient un peu compliqué. Mais sinon, dans mon cas, ils ne savaient pas. Peut-être qu'ils savaient qu'on était un peu turbulent, mais la fatalité de la rue, et ça échappait généralement à tous parents. Voilà. Et après, ils ont fini par le savoir. Oui. Et oui, au niveau... Par exemple, voilà un événement qui s'est passé. J'étais au lycée Garçon de Bergerville. D'accord. Et dans la voiture de ma soeur, on allait faire la course. Et puis, les 2 quarts du lycée ont garé. C'était un samedi. Nous, on était sortis du lycée déjà. Et les gens m'ont vu par la fenêtre, alors qu'à la maison, j'étais tout le chouchou. Mais quand ils m'ont vu à la fenêtre, ça commençait à crier. Ma soeur était étonnée. Et c'est de là qu'elle a vu que de l'autre côté, c'était différent. Ils étaient choqués. Et voilà, c'est là qu'à la maison, ils étaient un tout petit peu sceptiques de ce qui se passait. Surtout les gens qui venaient, les gens qui sortaient. Les parents ont vu qu'il fallait contrôler. J'ai dû même passer les vacances scolaires enfermé
chez un oncle, sans sortir. Voilà, ça n'a pas changé grand chose, hein, je suppose. Non, pas du tout. Et justement, restons au lycée moderne de Bingerville. Oui. On va dire que vous étiez quel genre d'élève? Est-ce que vous étiez brillant, moyen? J'étais moyen. D'accord. Voilà, on passait du temps à bosser, mais en fait, on était désorganisés. Parce qu'on sortait jusqu'à minuit, on entrait, et puis on bossait jusqu'à 4 h du matin. Voilà. Vous preniez la pointe des étoiles. Je ne sais pas comment on appelle ça. C'est ce qu'on appelait décapi. Mais ça ne marchait pas vraiment. Mais je veux dire, ce comportement de rue où vous êtes livré à vous-même, où vous avez un goût prononcé pour la bagarre, tout ça, est-ce que ça n'a pas eu une influence sur vos études? Oui, effectivement, ça a eu une influence. Je crois que ça a toujours eu une influence. Au lieu d'être excellent, j'étais moyen, par exemple. D'accord. Voilà, et puis, bon, ça défocalise un tout petit peu. On force, mais c'est un défocus. Et une année, il s'est produit quand même une autre bagarre. Oui. Toujours du côté de Bingerville, que vous n'oublierez jamais. Oui. En fait, étant à Bingerville, c'est du côté de Treichville. En fait, dans ce qu'on appelle le match OHU. On avait un match OHU du lycée garçon de Bingerville qui s'est produit au Palais des Sports. Ça, c'était en 1985. Et à ce match-là, il y avait plusieurs élèves du lycée. Il y avait des élèves du lycée jeune fille qui est devenu le lycée Mamie Fete. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, tout le monde était là. Mamie Adjoa ou Mamie Fete? Mamie Adjoa. Mamie Fete. D'accord. OK. Alors, tout le monde était en tricot jaune. Et il y a un groupe de, je peux dire, gangsters qui ont commencé à nous attaquer. Pour rien? Pour rien. Bon, on fait des attaques et puis ils raquettent. Alors, ça a commencé à 16 personnes, ils ont commencé à attaquer. Et aussitôt, bon, par inclination, bon, on a commencé à défendre. Et ça a chauffé là, et déjà dans l'enceinte du Palais des Sports. Donc, bon, par bluff, je les ai appelés dehors, sur l'autoroute. Mais ce n'était pas bluff. Vous voyez? Voilà. J'ai dit, sortons, si vous êtes garçons, venez sur l'autoroute. Alors donc, ils sont arrivés sur l'autoroute, ils étaient vraiment, vraiment armés. Et ça, c'était en 85. Et sur l'autoroute, bon, encore par bluff, j'ai dû courir vers eux pour dire, je vais vous attaquer. Courant vers eux, ils ont reculé et puis moi, j'ai pris la tangente. Et est-ce que vous étiez aussi armé? Non, je n'étais pas armé. Et j'étais pas armé. J'avais seulement des amis fidèles derrière moi. J'avais un seul, il y en avait deux. Un du nom de Armand Bohu, je crois qu'il est dans... Quoi? Armand Bohu. Un bagarreur ici? Non, non, il était un homme de cœur. Voilà, Ah d'accord, il est plutôt de l'autre côté, il n'est pas dans le public. Il est juste en face de moi, dans le fond. Ok, c'était un homme de cœur. C'était un homme qui pouvait donner son cœur pour protéger aussi. Il était derrière moi, il a toujours mes arrières. La solidarité dans le mal. Bon. En ce moment, c'était pas quelque chose de mauvais pour vous. Voilà. Bon, alors, il y avait un autre qui était un peu plus loin, qui était un homme de cœur, maître Anissé. Lui aussi, c'était un maître de karaté. Et je ne sais pas ce qu'il devient, mais il était là, quelque part. Les autres ont fui. Bon, c'était terrible, on pouvait le comprendre. Et donc, on a managé, et puis après, on s'est tiré. Parce qu'il fallait, voilà, il fallait, on a fui. Oui. Ouais. Ouais. Et la dernière bagarre? Bon, c'était ça la dernière. Ah, c'était la dernière? Voilà, après ça, je suis allé faire quelque chose. Je dis, bon, parce que parmi ceux qui combattaient, il y avait deux au moins qui avaient des ceintures de peau. Alors, quand on te touche, ça devient fou. Oui. Alors, je dis, bon, d'accord, là, ça ne va plus maintenant dans mon physique, il faut que je sois solide. Alors, après ça, je suis allé faire une alliance à la mer. Voilà, ça c'était dans le temps. Vous avez quel âge environ? Dans le temps, j'avais 23 ans, 24, non, en 86. Bon, maximisant, je ne peux pas faire les maths. C'est pas évident, hein, je veux dire... 22, 23, 24. Voilà, dans cette fourchette-là. Et le monsieur m'a préparé, supposé qu'on tire sur moi, ça ne rentrait pas. On me piquait, ça ne rentrait pas. Mais c'est quoi la raison, la raison fondamentale qui vous pousse donc à faire cette alliance-là? Oui, parce que j'étais maintenant gâté au niveau... Parce qu'en fait, les gens ont voulu se venger. Votre vie était menacée? Voilà, notre vie était menacée. Ma vie était menacée. Et puis, bon, j'étais très souvent
dans les boîtes de nuit, à Treichville, Marcory, j'étais un peu dehors. Donc, dans mon entendement, il fallait me caler. Voilà. Donc, c'est comme ça que vous êtes allé à la mer avec le monsieur. Voilà. Pas dans la mer cette fois-ci, mais il a fait ça au bord de la mer. Au bord de la mer. Voilà, très souvent, il rentre. Ouais. Et qu'est-ce qu'il vous a remis? Il m'a remis une ceinture, voilà, qu'il a pris de... Il a reçu, comme ça, de... La ceinture de nulle part? Du néant? De nulle part, du néant. Voilà, et la ceinture, je la portais. Mes parents ne savaient pas, les gens, personne ne savait, mais je l'avais là sur moi. Voilà. Mais ça vous protégeait quand même, la ceinture? Bon. Il y a quand même des choses qui se passent. Ça vous protégeait? Bon. Mon incroyable parcours de vie. C'est que... Alors, voilà, merci beaucoup. Voilà. Nous ne sommes pas encore au terme de cet entretien. Nous allons juste marquer une pause au niveau de la pub et puis on va se retrouver pour la suite et la fin de cette histoire incroyable. Allô, ma soeur, on dit quoi? Tu as vu le dernier zongolais de Kimka? Quoi? Attends, je t'envoie ça. Tu vois, non? C'est comme ça que je dois m'habiller ce soir. Avec le forfait réseaux sociaux, l'accès Facebook et Facebook Messenger, Twitter, WhatsApp et Viber est gratuit. Tweet sans limite et chat en instantané avec tes amis partout dans le monde. À 200 francs pour 24 heures illimitées ou 500 francs pour 7 jours non-stop. Move, no limit. Retour sur le plateau de ce midi, toujours avec Dr Alexis Lévry, Marcelin, dit Margas, enfin, en son temps. Et oui, nous le recevons sur le plateau. Si vous nous avez suivis depuis le départ, eh bien, il nous a dit qu'il a été visité une fois pendant qu'il était à cheval entre le sommeil et un état d'éveil, qu'il a été visité et un guerrier de plus de 2 mètres est entré en lui. C'est bien cela. Et depuis ce temps, il est devenu bagarreur, grand bagarreur de son état. Et voilà, il va aller jusqu'à vouloir se faire protéger voilà, par des pratiques mystiques. Donc, on va lui remettre une ceinture. On va l'envoyer donc au bord de la mer, lui remettre une ceinture. Et la suite des événements, c'est quoi? Et la suite, cette ceinture supposée me protéger de toute balle et piqûres de couteau. Vous avez fait les tests après? Oui, il a fait le test lui-même. Et puis, mais je n'ai pas eu l'occasion. Bon, on ne m'avait plus attaqué dans ce moment, puis bon, je ne m'étais plus bagarré. Mais j'avais ça. Et ce monsieur pouvait disparaître à tout moment. Devant moi, il disparaît. Et puis, il apparaît. Bon, ouais, il a fait beaucoup de choses. Il était un peu quelqu'un de spécial. On l'appelait l'homme de la grotte dans le temps. Ah bon? Ouais. Vous vous en souvenez? Alors, le changement va survenir comment? Voilà, le changement est arrivé. En fait, il y a quelqu'un qui m'a dit, tu ne m'emmèneras pas en enfer. Donc, ce mot a sonné dans mon esprit. Quelqu'un que vous avez rencontré dans la rue? Non, quelqu'un avec qui, bon, nous étions... vous aviez des affinités? Voilà, des affinités. Et ce mot a sonné dans mon esprit. Et aussi, j'avais un peu la peur de l'inconnu. Voilà. Et un jour, quand vous dites la peur de l'inconnu, c'est quoi? De ce qui est esprit. Sorcellerie, parce que là, on n'utilise pas les mains, on ne contrôle pas le combat. Voilà, ce qui est spirituel. Et là, j'allais un jour, on m'avait invité à manger. Voilà, c'était au lycée à Yop 2, à la cité de Yopougon. Voilà, et j'allais manger. Et ce jour-là, je suis arrivé, il y avait un événement dans le restaurant de la cité. Et 2 personnes étaient à la porte, c'était 2 sentinelles, bon, bien habillés en rouge, noir, c'était en fait des ushers d'une église. Des hôtesses? Oui, comme hôtesses, donc d'une église. Alors donc, je me dis, mais pour faire quelque chose à Yopougon 2, je dois savoir. Voilà, et je dois être à la porte. Voilà. Et puis après, prendre l'argent, et puis mes gars, on est au maquis. Rien ne se passe. Donc c'était votre territoire, en fait? Non, c'était mon territoire, c'était notre territoire. D'accord. Donc je lui demande, mais qu'est-ce qui se passe ici? On me dit, non, ici, bon, on prie. Je dis, quoi? Ici, vous priez? Je dis, mais c'est quelle église ça? C'est quelle religion ça? Il me dit, la religion ne sauve pas, mais c'est Jésus-Christ qui sauve. Donc cette phrase-là a sonné dans ma tête jusqu'à aujourd'hui. Alors donc j'ai dû le pousser, et je n'ai pas trop réussi, mais je suis entré. Et lorsque je suis entré, quelqu'un prêchait. Et d'habitude, lorsque j'entrais dans un milieu estudiantin, les gars criaient. C'était vous la star, en fait. Voilà, et puis tu lèves ton pied, tu tends ton pied, puis les gens sont contents. Bon. J'imagine. Alors, mais ce jour-là, zéro.
tout le monde était préoccupé. C'est comme si quelque chose captivait l'attention de toute l'audience. Et c'était quelque chose que vous supportiez mal? Non, que je supportais mal. J'ai tout fait déjà. J'ai dit non, ça ne va pas. Non, quelque chose, je suis menacé ici. Donc, l'idée, c'était d'aller, celui qui prêche là, d'aller le... Lui ravir la vedette. Voilà, lui ravir la vedette, puis rester là-bas, et puis soulever le pied, puis on dit, oh, tout est gâté. Voilà. Mais je n'ai pas pu approcher le monsieur, même de 3, 4 mètres, je n'ai pas pu. Qu'est-ce qui vous empêchait de le faire? Il y a une force qui m'a même pas empêché d'approcher. Quand rappelez-vous que j'étais blindé. La ceinture de sécurité. Il y a une force qui m'empêchait d'aller. Donc, j'ai pas pu, pendant plus de 30 minutes, je n'ai pas pu approcher le monsieur. Je n'ai pas pu approcher de son périmètre, jusqu'à ce qu'il finisse de prêcher et qu'il s'en aille. Ce jour-là, je n'ai pas pu dormir. Le lendemain, je suis allé dans leur église là, voilà, pour demander, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, je veux rencontrer celui qui est venu parler, il faut qu'il m'explique pourquoi il vient nous troubler à la cité ici. Alors en fait, c'était le cri de mon âme. Alors donc, on m'a pris 1 minute. Le gars cherchait à m'expliquer un peu les choses. Il n'a pas trop pu. Il m'a dit, bon voilà, 2 personnes vont prier pour toi. Un de 12 ans, un de 16 ans. Alors, c'est des enfants qui ont prié pour moi. Et lorsqu'ils ont fini de prier, j'ai reçu une délivrance instantanée right there. Wow. Alors, voilà. Donc, je peux vous garantir que les esprits là sont partis. Le guerrier, justement, le guerrier, lui, comment est-ce qu'il est parti? Non, certainement à ce moment-là, il est parti. Parce qu'un amour profond m'a rempli, une joie de vivre, quelque chose que je n'ai jamais pu expérimenter dans ma vie. J'ai vu la nature d'une autre manière. J'ai connu la beauté de la nature, tout ce que Dieu a créé dans le paysage. J'ai changé. C'est un autre lévry. Voilà, ça c'est un autre lévry. Voilà, et c'est ce jour-là qui était le turning point. Wow. Voilà. Et c'est après cela que vous êtes allé aux États-Unis? Bon, après cela, je suis resté un peu à la fac, grandissant, et aller aux États-Unis en 80. Je lui ai dit 3 ans après. Non, 4 ans après. 4 ans après. Et vous êtes devenu pasteur? Et je suis devenu pasteur après, voilà, formation, Dieu me formant, moi aussi dans une école biblique dans laquelle j'enseigne aujourd'hui. Bon, je suis devenu pasteur, docteur. Les premières années, là, après votre délivrance, est-ce que la bagarre ne vous a pas un peu manqué? Parce que ça faisait partie intégrante quand même de votre nature. Oui. Est-ce que le guerrier ne voulait pas revenir de temps en temps? Voilà, il y a une réalité biblique qui dit lorsqu'un esprit sort, voilà, il ne trouve pas de repos, il revient toujours. Donc la tentation était là. On peut tenter sans forcément tomber dans le lot. On peut tenter. Et cette tentation-là, est-ce qu'elle continue jusqu'à aujourd'hui? Pas du tout. C'est fini. Heureusement. Hein? C'est fini. Sinon, on allait tout de suite déclasser Anissa. Oui, docteur Philo. C'est quand même impressionnant quand même. Je veux savoir, juste après votre délivrance, là, est-ce que vous êtes retourné quand même derrière rail, quand même voir vos gars, et puis, si possible, aller voir vos gars de l'eau, là? Non, plus jamais. Le gars de l'eau, plus jamais. Vous vous êtes débarrassé. On va tester avec Dr Philo. Non, mais parce que tout à l'heure, quand vous étiez en train de parler de la bagarre, quand il a dit non, j'ai fauché le gars, il y a quelqu'un dans le public qui a dit il ne croyait pas en fait. Donc j'aurais aimé que vous. C'est le mec en pantalon jaune là. Monsieur venez. Il faut le faucher pour lui montrer que c'est la réalité. Il n'y a plus ça dans mon Merci beaucoup. En tout cas, c'est un témoignage très, très édifiant. Alors, on a terminé. Nous sommes à la fin donc, de cet entretien. Aux parents, par exemple, qui sont désespérés parce qu'ils ont des enfants très, très difficiles à contrôler, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Je dis d'avoir une espérance parce qu'il y a... un homme peut changer. Voilà, quand un homme, je crois qu'un homme naît, il n'est pas un échec. Il n'est pas un échec. Dieu ne crée pas par hasard. Donc quand un homme naît, il est né pour marquer sa saison, marquer son environnement. C'est vrai qu'il peut y avoir déviation, mais je crois que les parents doivent avoir de l'espérance. Voilà, la manière dont Dieu m'a changé, Christ m'a changé, je crois qu'il continue encore de changer. Ça me rappelle un peu le témoignage de l'imam
qu'on avait reçu sur le plateau. Comment est-ce qu'il s'appelait déjà? J'oublie son nom. Eh bien, c'est pratiquement la même histoire. Il était aussi bagarreur, difficile, très très difficile d'ailleurs. Je crois qu'il avait over la dose, voilà, c'est son nom. Il avait même connu la drogue, tout ça. Mais finalement, il a pu être délivré et c'est un homme normal. Et je suppose qu'aujourd'hui, vous avez regagné la confiance de votre entourage, de votre famille. En tout cas, merci beaucoup d'être venu nous donner de l'espoir, d'être venu nous communiquer votre expérience. Vous pouvez toujours nous appeler au 22 01 00 00. Nous avons encore, on va dire, 11 émissions pour terminer la saison. Alors, vous pouvez toujours le faire. Merci, Dr Lévry, que je vous demande d'applaudir très très fort. Merci d'être venu témoigner à la barre, j'ai envie de dire. Merci beaucoup. On le raccompagne, bien évidemment, avec ces applaudissements pour retrouver tout de suite Dame Papato. Enfin non, c'est Alissa Zena. C'est la rubrique qui est #Papato. Alissa, c'est parti. Nous partons aux États-Unis retrouver cette dame-là qui s'est vengée d'une manière très spéciale. Elle a surpris son copain avec une autre fille. Donc, ce dernier, lui, a présenté ses excuses, mais c'est mal la connaître parce qu'une semaine plus tard, elle a décidé de couper les dreadlocks de son copain. Dreadlocks qu'il a mis des années avant de les avoir. Donc, moi, j'aimerais savoir, c'est ce qu'elle devait couper? On va voir votre attitude. Vous pensez à autre chose. Non, mais moi, je demande juste parce que les dreads, là, ça va repousser, il va repartir encore. Hein. Donc, il est mignon aussi avec les cheveux courts. Donc, bon, je passais par là, mais bon, faire attention, les hommes, il faut grandir aussi. J'ai pas compris votre question. Comment? J'ai pas compris votre question. Elle a coupé les dreadlocks de son copain parce qu'il avait trompé. Non, oui, ça je sais. Et est-ce que c'est ce qu'elle devait couper? À votre avis, bon, on vous ramène la question alors. On va ramener la question à Alissa. À votre avis, qu'est-ce qu'elle devait couper? Et dans son entendement, il faudra qu'elle coupe quelque chose qui ne repousse plus. C'est ça. Dans votre entendement, il faudra qu'elle coupe quelque chose qui ne va plus repousser, c'est ça? Qui est-ce qui a fait le mal? Bon, d'accord. Je pense que c'est les vacances. S'il y a des enfants qui nous regardent, on va s'arrêter là. On va partir à l'ouest du Canada, à Vancouver, retrouver cette fillette qui est échappée à la mort parce qu'elle était allée visiter un parc avec ses parents. Elle s'est assise juste au bord du bassin. Il y a une otarie qui l'a récupérée et qui est partie avec elle dans les eaux. Donc, panique générale dans le parc. Et il y a un monsieur très généreux qui passait par là et qui a sauté récupérer la petite fille. Pour la petite histoire, au fait, c'est que quand il a remis la petite fille à ses parents, ces derniers étaient tellement choqués qu'ils n'ont même pas pris la peine de remercier le monsieur. Ils ont fui du parc. Donc, c'est la période des vacances. Vous allez visiter les eaux, les parcs, vous allez aller en voyage. Il faut faire attention avec nos bouts de chou parce qu'ils sont tellement... innocents, ils n'ont pas conscience au fait du danger permanent auquel ils sont exposés. Voilà, va falloir faire très très attention. On va se retrouver le mardi pour les affairages. C'est tout pour aujourd'hui, Caroline. Merci beaucoup. Allez. Et voilà, c'est donc l'instant francophonie. Je vais vous demander d'applaudir très 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 fort. Merci beaucoup. Merci à vous. À l'intérieur, j'ai donc mon invité surprise, son nom, sa qualification. Et vous, vous êtes Koulibaly Tadjeme Awa, mannequin top modèle de Freecom. C'est bien cela. Merci. Merci du service rendu. Et le public vous raccompagne. Et voilà, je déballe les choses. Alors, je vais vous demander, public de ce midi, de vous lever pour accueillir le vice-président de la cellule d'experts en développement durable du Comité national des Jeux de la francophonie. J'ai nommé Monsieur Nadeau Théodore Florent. Merci. Merci beaucoup, public de ce midi. Je le disais à l'entame de cette émission, nous sommes à J-8 des 8e Jeux de la francophonie et la Côte d'Ivoire est le pays hôte. La Côte d'Ivoire est honorée d'accueillir un tel événement qui va accueillir plus de 84 États, 4000 jeunes qui vont donc compétir. Et aujourd'hui, on échange avec M. Nadeau Théodore Florent.
On va donc parler du développement durable dans les Jeux de la francophonie. On a bien envie de savoir quel est le lien entre le développement durable et les Jeux de la francophonie. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup à vous. Il faut dire que nous sommes une cellule. Nous sommes une cellule d'experts en développement durable qui a été formée au niveau du ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable. Et ces experts-là ont été mis à la disposition du Comité national des Jeux de la francophonie. Et ce comité-là, cette cellule-là, se charge d'insuffler la donne de développement durable dans les Jeux. Parce que la Côte d'Ivoire a obtenu ces Jeux-là parce qu'on a dit qu'on ferait des Jeux écologiques. Voilà un peu pourquoi est-ce que nous sommes présents dans les Jeux de la francophonie. Et quand on parle du développement durable, on fait bien sûr allusion au social, à l'environnement, au domaine économique. Alors de façon pratique, comment est-ce que cette cellule-là va intervenir pour remplir toutes ces conditions? Bien, il faut dire que notre mission première, c'est de la sensibilisation qu'on fait. Nous faisons de la sensibilisation et toutes les activités, les actions qu'on va poser, qui entraînent le social, qui entraînent l'environnemental, qui entraînent l'économique, ce sont des actions qui sont développement durable. Tout à fait. Voilà. Donc c'est un peu ce genre de choses-là que nous allons faire au niveau de différentes commissions. Parce qu'il faut dire qu'il y a 17 commissions au niveau des Jeux de la francophonie. Et dans ces 17 commissions-là, comme le développement durable, c'est une donne qui est transversale, nous insufflons ce développement durable-là dans ces 17 commissions-là. Et ça sera quoi, par exemple, le mot d'ordre? Je reviens toujours sur la question par rapport à l'environnement. Un exemple plus pratique. Bon, pour un exemple pratique, il faut dire qu'on va recevoir des jeunes d'autres pays. Par exemple, en ce qui concerne l'efficacité énergétique, je prends quelque chose comme ça, l'efficacité énergétique, on va dire à ces jeunes-là de faire de l'économie d'énergie. On a nos bénévoles. Avec nos bénévoles, on sensibilise nos bénévoles à ce que, par exemple, quand on sort d'une salle, il faut éteindre la lumière. D'accord. Vous voyez? Ça, c'est un geste qui fait gagner de l'énergie. Pour l'eau, par exemple, quand on a des fuites, il faut signaler. Il faut signaler qu'on a une fuite. Quand on a des déchets par terre, il faut récupérer ces déchets-là pour les mettre dans les poubelles qui sont dédiées. Parce qu'on aura des poubelles aussi, des poubelles plastiques pour mettre des déchets plastiques, des poubelles pour mettre des déchets organiques, c'est-à-dire des déchets comment on appelle ça, des restaurants et autres, parce qu'il y aura des restaurants là-bas. Et puis des poubelles pour des déchets plastiques. Voilà. Donc on va sensibiliser tout le monde à utiliser ces différentes poubelles-là. D'accord. Merci infiniment. En même temps, allez-y, docteur Philo. Est-ce qu'il y a une sanction qui est prévue à tous ceux qui seront réfractés à ce genre de comportement-là? Bon, il faut dire qu'au niveau des Jeux de la francophonie, il y a un comité une commission qui assure la sécurité. Et cette commission-là nous a promis que pendant la période des Jeux, parce que je venais sans oublier que les sachets plastiques sont interdits en Côte d'Ivoire, et puis on a fini la phase de sensibilisation. On va maintenant aller doucement dans la phase de répression. Et le comité sécurité nous a promis... Mais ça c'est encore un autre débat. Oui, parce que les réalités quotidiennes sont là. En même temps qu'on interdit les sachets plastiques, c'est quoi le substitut? Bon, on a des sachets biodégradables. On a des sachets biodégradables qu'on met à la disposition des gens. Aujourd'hui, quand vous allez dans un supermarché, par exemple, quand vous achetez quelque chose, on vous donne un sachet biodégradable. Dans les marchés. Généralement, dans ces lieux. Dans les marchés, bon, ce que je propose, enfin, ce que je dis toujours, parce que moi je fais de la formation aussi, ce que je dis aux gens, allez au marché avec vos paniers. Allez avec vos paniers, il y a des sachets en tissu. Vous pouvez aller au marché avec. Et puis, si tout le monde participe à la chose, on n'aura plus de sachets plastiques sur les marchés. Ça va être difficile, parce que je sais que dans la délégation, il y a la Mauritanie. Oui. Et les Mauritaniens, ils ne peuvent pas aller compétir sans faire thé. Oh, poudre là. C'est quand même la salle va monter. On ne va pas sortir du sujet, en tout cas. On reste toujours. Je voulais juste dire qu'il faut aider le ministère à l'éradication des sachets plastiques. Quand vous allez acheter vos tomates, par exemple, au marché, vous dites à la femme, quand elle vous tend un sachet plastique avec la tomate là-dedans, vous dites non.
Je n'en veux pas. D'accord. Ah oui, puisque je suis parti au marché avec mon sachet. Comment on appelle ça? Avec une boîte aussi pour mettre la tomate là-dedans. Non. Monsieur Nadeau, je crois qu'on vous recevra en d'autres circonstances. Bien sûr. Mais pour l'heure, il faut dire qu'on a parlé avec vous du développement durable dans les Jeux de la francophonie et c'est véritablement la Côte d'Ivoire qui gagne puisqu'en termes d'économie, cela va permettre aux investisseurs de venir ici, dans notre pays. Et cela va renouer aussi la confiance entre la Côte d'Ivoire et les autres pays. Et voilà, donc il est donc impératif pour nous, pour les Ivoiriens, pour tous ceux qui vivent sur le territoire ivoirien, de réserver un accueil des plus chaleureux à ceux qui arrivent. Merci beaucoup, on va l'applaudir très fort et le raccompagner par des ovations. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous invite à retrouver Boris Odilon. Voilà, nous sommes en même temps dans la période de préparation des Jeux de la francophonie et aussi dans la période des grandes vacances scolaires. Et comment meubler le temps de nos enfants qui sont à la maison? On va ensemble trouver la solution grâce à Akendewa Kids and Teens Coding. Akendewa, l'araignée. Ouais. Voilà, Kids and Teens Coding. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire un camp de vacances qui va permettre aux kids, en anglais, les enfants, et aux teens, les teenagers, les adolescents, d'apprendre tout ce qui est programmation informatique. Vous savez, tout ce que nous avons comme ordinateur, comme appareil électroménager, il y a un programme à l'intérieur qui nous permet d'interagir avec ces choses-là. Donc, on va passer maintenant de la phase d'utilisateur lambda à la phase de personnes influentes, quelqu'un qui peut créer, développer quelque chose. Et les enfants auront donc du 10 juillet au 10 août, 3 ateliers de 8 heures chacun, au cours desquels ils vont apprendre le langage informatique. Par exemple, ils vont apprendre le B.A.B.A, les ateliers de Scratch. Ça, c'est pour les enfants. Et le Scratch, c'est quoi? C'est un langage de programmation visuelle facile qui permet à l'enfant de créer un jeu, mais tout en s'amusant. Et ils vont travailler en équipe. Ils vont apprendre comment, lorsqu'on met left, ça veut dire gauche, c'est-à-dire lorsque tu es en train de jouer à un jeu, quand tu vas à gauche, il faut savoir que derrière, il y a quelqu'un qui a programmé le jeu de telle sorte que c'est écrit left. Et quand tu appuies sur la gauche, tu vas à gauche. Okay. Ils vont apprendre ça, mais tout en s'amusant. À côté de cela, il y aura les ateliers web. Comment créer un site web à partir de HTML, comment s'occuper du design de ce site web avec CSS et JavaScript. Tout ça, c'est des langages un peu informatiques, trop techniques, mais les enfants auront l'occasion de tout apprendre. Et après, il y aura les ateliers débranchés. Débranchés, pourquoi? Les enfants vont travailler sans ordinateur. Ils vont apprendre comment monter un projet à mettre sur place, comment travailler en équipe, et ils seront encadrés par des bénévoles de Akendewa. Et c'est en Côte d'Ivoire ici que ça se produit. Ça sera à Angré, à la 8e tranche du 10 juillet au 10 août. Donc, cherchez à prendre contact avec Akendewa Kids and Teens et inscrivez vos enfants massivement. Merci beaucoup, Boris Odilon. Le signal est donné, c'est la fin de cette émission. Nous allons donc saluer la mutuelle de développement d'Adjamé Vietnam, la MUDAV, qui est avec nous dans ce studio. Et aussi, le fan club C'est Midi. Merci de votre présence. Voilà, l'émission n'est pas terminée. Nous avons juste une surprise pour la fin. Il est artiste, chanteur, musicien, compositeur. Il a été lauréat du 2e prix du concours Chantons Abidjan 2017. Il sera donc en prestation sur son titre Abidjan, présenté au concours Chantons Abidjan 2017 pendant les Jeux de la francophonie. Missa Musiki. Abidjan, la perle des lagunes. Abidjan est ma ville préférée. Abidjan, la perle des lagunes. Abidjan est ma ville préférée. Abidjan, la perle des lagunes. Abidjan est ma ville préférée. Avec ses belles communes au bord de la lagune, elle me séduit. Avec ses belles plages, toujours à la page, elle me séduit. Avec ses restaurants qui traversent le temps, elle me séduit. Tu peux voir sur la toile,
L'émission est donc terminée. Merci à vous, cher public, de nous avoir suivis. Merci infiniment. Nous vous souhaitons un très très bon appétit et restons branchés sur les informations liées au 8e jeu de la francophonie. À demain pour la finale. Au revoir. Une ville sécurisée, je peux te l'assurer, Abidjan, ma ville préférée. Une ville de liberté, hospitalité, Abidjan, ma ville préférée. Une ville sécurisée, je peux te l'assurer, Abidjan, ma ville préférée. Une ville de liberté, d'hospitalité, Abidjan, ma ville préférée. Elle me rend dingue, elle me rend dingue, elle me rend dingue, go down, go down. Down, go down, go down. Oh, 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 oh. Elle me rend dingue, go down, go down. Oh, oh, oh. Down, go down, go down. Aquaba Abidjan pour le jeu de la francophonie. Un jeu de l'excellence, je vous souhaite bonne chance. Aquaba Abidjan pour le jeu de la francophonie. Un jeu de solidarité, de diversité. Aquaba Abidjan pour le jeu de la francophonie.